Bonjour tout le monde, du coup je vous propose de commencer. Je suis Liliane Larieux, chargée de mission au sein de l'URPS Médecins Aura. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire dédié à la téléexpertise et plus précisément un retour d'expérience sur l'outil de téléexpertise de Moncisra. Moi je ne vais pas parler longtemps, je vais laisser la parole aux intervenants. Donc, nous avons le GCS Sarah qui est présent. C'est Mathieu Estival, Camille Poupeau et Sylviane Piedalu qui sont là pour le GCS Sarah. Nous avions prévu du coup une intervention pour le retour d'expérience en binôme du docteur Charles et du docteur Tournebise. Malheureusement, le docteur Tournebise est souffrante et ne pourra pas participer. Donc, nous allons retranscrire ce qu'elle nous avait dit lors de la préparation de ce webinaire. Et puis, sur l'introduction, nous aurons le docteur Anne, secrétaire général de l'URPS, qui dira quelques mots pour introduire la réunion. Du coup, Mathieu, je te laisse la main peut-être pour projeter le PPT. Et docteur Anne, je vous passe la parole du coup pour présenter un petit peu l'URPS et les liens avec le GCS Sarah. Merci. Alors, l'URPS médecins libéraux, autrefois Union régionale des médecins libéraux, comme vous le savez, elle représente tous les médecins libéraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et son rôle est à la fois de vous représenter et en même temps de vous faciliter le travail tout en étant participant à l'organisation des soins et tout un tas d'autres trucs. Et c'est dans ce cadre de vous faciliter le travail que l'URPS est membre fondateur du GCS Sarah, avec notamment l'opération Zéro Papier en Rhône-Alpes, il y a déjà quelques années, cette messagerie cryptée qui vous permet d'échanger avec l'hôpital et les autres confrères libéraux, spécialistes ou médecins généralistes. Depuis que la convention médicale a prévu la télémédecine plutôt par informatique et par visio, il a été également prévu une téléexpertise. Et c'est ce dont ce dont va vous parler plutôt le GSS Sarah aujourd'hui, l'utilisation des outils numériques pour demander l'avis d'un confrère plus au fait des problèmes que nous sur une pathologie ou une autre. Ce qui s'y prête particulièrement bien, c'est effectivement la dermato, mais l'URPS est également en train de développer un service, si j'ose dire, de supervision psychiatrique qui permettent à un médecin généraliste de demander l'aide et l'intervention sur le dossier d'un patient un peu compliqué à gérer. Voilà. Je passe la parole au GCS Sarah. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que vous voyez déjà mon diaporama. Donc simplement sur peut-être un petit rappel pour le bon usage de la présentation. Vous avez pour l'instant les micros qui sont coupés. On a prévu quand même des temps de questions-réponses, donc qui sont prévus à la fin du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours interagir. On vous invite aussi à utiliser le mode conversation, le chat, si vous avez des questions à poser en cours de route. Au fur et à mesure, on pourra répondre aussi à vos questions. Donc, pas de souci, c'est quand même aussi quelque chose pour de l'échange. On va passer une petite partie de présentation pour laisser la parole aussi aux intervenants, à l'intervenante, en l'occurrence Dr Chad, qu'on remercie. Et on peut entamer d'ores et déjà. Donc, côté GCS Sarah, en fait, la présentation sera essentiellement assurée par Camille Poupeau, qui est ici, qui est notre chef de projet télémédecine, et moi-même, responsable de territoire au sein du GCS Sarah. Donc, pour démarrer, simplement, on voulait vous
vous rappeler ce que c'était la téléexpertise. Alors, très rapidement, d'un point de vue réglementaire, la téléexpertise, ça rentre dans un schéma, d'un dispositif qu'on appelle la télésanté, qui est décrit réglementairement parlant. La télésanté qui partage en deux branches, le télésoin pour des actes réalisés à distance par des professionnels de santé de tout type, et la télémédecine, qui sont des actes qui sont réalisés à distance par un professionnel médical. Donc, du coup, médecin, sage-femme, chirurgien, dentiste. Donc, la téléexpertise fait partie de ce groupe télémédecine, sachant qu'une téléexpertise, finalement, c'est quoi? C'est une demande d'avis qui est réalisée sur dossier, finalement, par écrit, auprès d'un médecin. Peuvent demander des avis en téléexpertise plusieurs types de professionnels de santé, pas forcément des professionnels médicaux. Par contre, les personnes qui répondent à un acte de téléexpertise font obligatoirement partie d'une profession médicale, encore une fois, médecin, sage-femme, chirurgien, dentiste. Donc, la téléexpertise fait l'objet d'une facturation, d'une cotation pour l'assurance maladie. Ça fait, je crois que ça fait maintenant 2 ans à peu près que ce code TE2 peut être facturé 20 € par médecin qu'on appelle expert, donc ceux qui répondent aux demandes d'avis. Il y a une certaine limite en fonction du nombre d'avis, en termes d'activité par patient. Vous les voyez affichés à l'écran, limite de 4 actes par an par médecin requis pour un même patient. Et de même, un médecin requérant peut valoriser le temps qu'il a passé à faire cette demande d'avis, se facturer 10 € par médecin, dans les mêmes conditions, 4 actes par an par médecin requérant et par patient. Ces données de facturation, finalement, ça a été aussi la genèse un petit peu de la création de notre module de téléexpertise sur mon SISRA, donc sur l'outil de messagerie sécurisée que le GCS SARA met à disposition, puisqu'en fait, pour pouvoir facturer ces actes, vous avez besoin, en tant que médecin, de recueillir des données qui vont être utiles pour la facturation de l'acte. Le nom, le prénom, la date de naissance, le NIR, les données de facturation du médecin requérant, ainsi que les vôtres. Et donc, du coup, on a intégré dans un module tout ce processus de recueil des informations nécessaires à la facturation pour que vous soyez aussi en capacité après de remplir les bonnes informations dans votre logiciel habituel de cotation auprès de l'assurance maladie. Et voilà, donc du coup, c'est la genèse de ce module téléexpertise vient de là. Il nous permet de faire d'autres choses, du coup, qu'on va revoir, notamment un annuaire sur lequel on va revenir. Mais concrètement, nous, ce qu'on identifie comme enjeu pour la téléexpertise dans mon SISRA, c'est d'une part, vous permettre de sécuriser des choses que vous faites déjà, c'est-à-dire de demander des avis entre confrères qui sont souvent existants, mais pas forcément par des canaux sécurisés au sens réglementaire, le WhatsApp, le mail, le téléphone. Pourquoi on ne considère pas ça sécurisé? Déjà parce que l'État demande une certaine norme de sécurisation, de cryptage finalement, mais aussi parce que finalement derrière il y a des besoins d'identifier réellement quels sont les intervenants autour de cette prise en charge, de cette demande d'avis. Donc on identifie formellement le médecin requérant, le médecin requis, qu'on puisse s'assurer d'une certaine traçabilité, voire même d'un certain lien avec l'identité patient. Donc, le fait de passer par mon SISRA vous permet de sécuriser toutes ces données, et c'est ce qui vous permet, du coup, de pouvoir facturer vos actes auprès de l'assurance maladie. Le fait de tout canaliser permet aussi de mettre en place un annuaire de téléexpertise sur un territoire, c'est-à-dire que sur la base d'un outil, vous pouvez tout simplement retrouver tous les experts qui sont sur votre territoire. Bien évidemment, tracer et formaliser les échanges, qui sont une donnée nécessaire pour, encore une fois, pour cette facturation, mais aussi dans le suivi du patient, tout simplement. Et intégrer les avis rendus dans l'écosystème régional, notamment dans le dossier du patient, pour, in fine, pouvoir valoriser cette activité qui existe, encore une fois, mais qui n'est pas facturée si jamais on ne passe pas par ces outils sécurisés. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Donc l'ergonomie de mon SISRA, j'en profite, donc là on vient de faire sur certaines modalités, on vient de faire une montée des versions, donc vous allez les voir apparaître au fur et à mesure. Mais concrètement, on
on a cet écran qui existe désormais. Donc, on a séparé vraiment les chapitres téléexpertise. Vous pourrez retrouver toutes les demandes de téléexpertise qui peuvent vous être adressées, que vous avez adressées. On retrouve votre liste de téléexpertise, du coup, de conversations liées aux actes de téléexpertise, et toujours ce petit bouton plus qui vous permet là encore c'est peut-être une nouveauté pour certains d'entre vous, mais du coup de retrouver ce menu où on distingue bien la notion de demander une téléexpertise, et c'est ça qui va vous donner accès à l'annuaire de téléexpertise sur votre territoire. Donc ça, c'était simplement pour présenter rapidement l'ergonomie de mon Sysra. Et je vais passer ensuite la main sur le retour d'expérience des usages. Alors, comme le disait Liliane, malheureusement, Dr Tournebise est souffrante aujourd'hui. Elle n'a pas pu se mobiliser finalement pour ce retour d'expérience. Elle nous avait pour autant retranscrit certaines informations sur qu'est-ce qu'elle trouvait intéressant dans l'utilisation de mon Sysra pour la téléexpertise. Avant de montrer ces différents éléments, je pense à tout hasard, est-ce que Dr Charles, pour illustrer les cas de figure sur lesquels Dr Tournebise vous avez sollicité, est-ce que vous pourriez par exemple prendre un cas clinique sur lequel vous avez adressé une demande de téléexpertise? Alors, Marie-Thérèse Tournebise, elle travaille en maison de retraite. Donc, elle a des personnes très âgées qui ne sont pas toujours bien susceptibles de se déplacer. Donc, avec elle, j'ai vu plusieurs fois des problèmes de plaies, d'ulcères, où elle me demandait des conduites à tenir. Ça peut être aussi des avis sur des tumeurs. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est intéressant de biopsier? Est-ce qu'il va falloir faire une chirurgie? Est-ce qu'on peut ne rien faire? Voilà, c'était essentiellement des demandes comme ça avec elle. Du coup, elle nous avait aussi partagé le fait que du coup, pour elle, ça avait été assez simple, du coup, pour faciliter l'accès aux spécialistes, à vous, mais aussi à d'autres spécialistes. C'était quelque chose qui était intéressant parce qu'au-delà du module de téléexpertise, où elle pouvait recueillir cet avis, une fois qu'on a terminé l'acte, il pouvait y avoir un prolongement de la conversation pour le suivi de ce patient. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans la demande d'acte, mais vraiment, si l'idée était de pouvoir, une fois qu'on avait la conduite à tenir, de pouvoir réinformer l'expert de comment se passe le suivi par le docteur Tournebise et de pouvoir continuer à échanger sur ce cas patient. L'autre élément qui, bien sûr, qui était intéressant pour docteur Tournebise, c'était d'éviter de déplacer les patients. Et on a une patientèle qui est assez vulnérable, donc du coup, il n'était pas forcément possible de les déplacer. Et dans ce cas-là, donc ça permettait aussi d'échanger avec un spécialiste du territoire. Je crois que vous connaissez par ailleurs sur d'autres types de prise en charge, je crois, Dr Charles. Et enfin, du coup, le compte rendu peut être, le compte rendu est bien formalisé sur mon Sysra et donc peut être directement téléchargé dans le dossier patient. Au-delà de ces éléments, j'espère avoir bien retranscrit ce que disait Dr Tournebise. Sur la suite, donc nous, ce qu'on souhaitait vous montrer, c'était justement comment on fait pour faire une demande d'avis. Donc là-dessus, on va passer sur un mode de démonstration. Donc je vais changer d'écran pour pouvoir vous montrer l'écran mon Sysra. On va faire la manipulation. Et juste en attendant, je profite pour répondre à deux petites questions du chat. Alors oui, le PowerPoint, vous l'aurez à la fin de la présentation. Au niveau de la cotation, on en reparlera un peu après, mais non, ce n'est pas automatique. La cotation se fait dans vos logiciels métiers.
comme n'importe quel acte que vous réalisez. Par contre, comme disait Mathieu tout à l'heure, et ce qu'on verra ensuite, c'est que on vous met le plus d'informations possible, on aide le plus possible à résumer ces informations et à vous les mettre à disposition. On verra ça un peu plus tard. Je vois pas les questions, du coup ça m'aide bien. Donc, du coup, sur le principe de la demande d'avis, je pense que vous avez l'habitude de mon CISRA, peut-être pas encore tous sur cet écran, mais on reste quand même fidèle à cette philosophie, du coup, d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs boîtes. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. En tous les cas, je vous conseille de vous positionner vraiment sur moi, si vous devez faire votre demande d'avis en tant que médecin et non pas en tant qu'une autre structure. Ça peut être le cas, par exemple, pour des services hospitaliers qui, eux, auraient intérêt à faire une demande au nom du service et non pas au nom du médecin en propre. Mais dans le cadre de l'utilisation de la médecine libérale, je pense que le mieux, c'est de se placer sur moi, de manière à utiliser la bonne boîte. Ce n'est pas forcément un élément que vous voyez tous, puisqu'il faut être délégué d'une boîte aux lettres pour cela. La première étape, du coup, dans votre cas, ça sera cliquer sur le plus de mon CISRA et de démarrer une téléexpertise, ce qui vous permet d'accéder finalement à notre moteur de recherche de la téléexpertise. Vous voyez, j'agis bien en tant que Mathieu Estival et non pas en tant qu'un autre compte sur lequel je serai délégué. J'ai pris l'habitude pour ma part d'aller directement dans la recherche avancée de l'expert en cliquant sur le plus. Là, on me demande de sélectionner l'expert que je veux solliciter. Je vais cliquer sur le plus que vous avez vu en bout de ligne et j'accède directement aux favoris à mes experts favoris que j'ai placés en favoris. Donc, du coup, c'est par l'intermédiaire d'un clic sur cette petite étoile, quand elle devient colorée, la liste des professionnels favoris apparaît dans la liste de favoris. Donc vous retrouvez finalement certains résultats. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est de cliquer aussi sur le point d'interrogation qui se trouve ici, de manière à pouvoir retrouver finalement dans quel cas de figure cet expert peut m'aider à demander, peut m'aider dans l'expertise. Donc vous voyez, on a différents types de descriptions à chaque fois. Et si vous voulez en savoir plus sur le professionnel, il faut cliquer donc sur ce point d'interrogation. En l'occurrence, on va prendre un compte de test, du coup, au niveau de Camille qui est ici présente. Je vais lui demander une expertise, mais avant cela, pour aussi quand même vous montrer comment se passe la recherche, on peut taper soit le nom d'un professionnel de santé, donc si je reprends Camille et je fais une recherche avec la loupe ici, on va retrouver certains résultats. On retrouve donc Camille ici, qui est bien téléexpert, c'est la même qui est ici. On pourrait également taper dermatologie dans la Haute-Savoie. Donc je vais taper pour cela le numéro du département, je vais cliquer sur Haute-Savoie. Et à ce moment-là, on va retrouver les différents experts de dermatologie qui sont inscrits sur la Haute-Savoie. Nous n'affichons que les trois premiers résultats qui ressortent. Si vous voulez voir plus de résultats, vous cliquez simplement sur plus de résultats et vous avez une liste qui s'affiche. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner la bonne personne. Je vais reprendre Camille. Je me permets au passage, là vous voyez bien, en haut, on a la partie professionnelle et en dessous, service. C'est qu'en fait, on veut vous montrer, on veut différencier les experts, plutôt médecins libéraux, comme vous, qui sont experts en leur propre nom, en opposition, en comparaison au compte d'avis d'experts, c'est-à-dire où il y a un compte avec plusieurs médecins potentiellement derrière, plusieurs personnels de santé derrière, et ça qui est souvent utilisé en milieu hospitalier. Il y a l'équipe de dermatologie du CH d'Annecy qui a un compte avis dermatologie, où derrière il y a plusieurs dermatologues. Donc selon où vous voulez faire votre demande, plutôt à un libéral ou plutôt à un service hospitalier, c'est là que se fait la distinction entre le premier paragraphe professionnel et le paragraphe du dessous, service.
Du coup, je vais sélectionner Camille Poupeau qui n'est pas en Haute-Savoie. Et là. Et donc, du coup, je vais lui demander une expertise. Et directement, on voit que Camille est placée en tant que destinataire. Il vous faut sélectionner un patient. Donc, pour cela, on peut s'appuyer sur la base d'identité régionale. Donc, en recherchant le nom, prénom et, si nécessaire, la date de naissance du patient. Si on a plusieurs patients de test, donc on va prendre, mais la recherche de votre patient peut s'effectuer ici. Il vous faudra néanmoins préciser le NIR de ce patient. Donc là, on va prendre un NIR un petit peu factice et pas compter 3, 4, 5, 6, 13. Et donc, en s'attendant ce NIR, en fait, il va y avoir un petit contrôle du NIR, de vérifier sa véracité. Bon, là, on est sur quelque chose de test. Mais du coup, qui vous permet de vous assurer que vous avez tapé le bon NIR et que ça correspond à la bonne personne. Vous avez également un numéro de facturation. Donc, bien souvent, c'est votre numéro Amélie. On vous a mis un petit guide ici, en savoir plus, pour pouvoir vous indiquer un petit peu plus d'informations sur comment le retrouver. Donc ça, c'est un lien vers notre FAQ, donc vous retrouverez ces différentes informations ici. Quel est mon numéro de facturation? En tant que médecine minérale, c'est vraiment votre numéro de facturation, Amélie. L'idée, c'est que vous n'ayez à vous en souvenir qu'une seule fois. Vous le rentrez une fois sur une demande et normalement, ensuite, il est enregistré, il est lié à votre compte MonSisra, donc vous n'aurez plus à le taper. Et enfin, donc, on peut démarrer la téléexpertise et réaliser la demande. Donc, dans le cas de figure de cette téléexpertise, on a paramétré un formulaire qui est générique. C'est au choix de l'expert, finalement, de mettre ou pas ce formulaire, donc qui est ici. Et vous ne pouvez pas envoyer, dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas envoyer la demande tant que le formulaire n'a pas été rempli. Donc, il y a certaines informations qui sont obligatoires. On va avoir certaines informations. Donc, ce formulaire, c'est un formulaire générique. On reprend les éléments essentiels, donc histoire clinique, antécédents, examen clinique, et surtout, forcément, la question pour l'expert. Vous n'avez pas à répondre la réponse de l'expert, bien sûr. Donc là, on a juste à enregistrer notre formulaire. Et vous voyez, cette partie ici, c'est libéré. Et notamment, je crois qu'on est tout bon. J'ai peut-être pas enregistré. Pour l'expert, je vais enregistrer. Et donc, du coup, je peux envoyer ma demande d'avis à mon expert. Cette demande d'avis, vous la voyez apparaître ici. Et donc maintenant, c'est parti dans le circuit. Donc maintenant, je vous propose de voir, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues sur le Ouais, chat. il y en a pas mal. Je propose qu'on les reprenne, qu'on les balaye un petit peu. Question de Dr Bouteiller. Est-ce qu'on peut solliciter n'importe quel médecin? La notion d'expert dans MonSisra, c'est au choix du professionnel. C'est lui qui se déclare comme expert ou non sur MonSisra. À partir du moment, par contre, où il est déclaré expert sur MonSisra, normalement, vous pouvez le solliciter. Après, souvent dans la description, comme on voyait tout à l'heure avec Mathieu, il y a certains professionnels qui ne veulent pas, par exemple, qui sont à Annecy, qui ne veulent pas forcément être sollicités par des professionnels de santé d'Aurillac. Parce qu'on est sur la même région, on est sur MonSisra, mais il y en a qui préfèrent quand même être sollicités par des gens par des professionnels de leur entourage géographique. Donc ça, nous, on ne le bloque pas, mais souvent, ils le mettent dans leur description, par exemple. Ensuite, excuse-moi, Mathieu. Oui, non, vas-y, continue. La question facturation. Si l'expert cote, mais que le demandeur ne cote pas, est-ce que l'expert est rémunéré? Oui, aujourd'hui, la Sécu ne vérifie pas que les deux font leur cotation.
Et ce n'est pas lié. Donc effectivement, vous pouvez coter même si le requérant ne cote pas ou inversement. Vous venez de taper dermato-Isère aucun correspondant. Je n'ai pas vérifié sur l'élément, peut-être qu'il y a quelque chose à affiner sur les critères de recherche, mais effectivement, on a un annuaire qui est en cours de construction. Et notre idée, c'est aussi de mobiliser l'ensemble des professionnels, d'où ce webinaire. Donc, s'il y a des dermatos en Isère, vous êtes invités aussi à pouvoir vous déclarer comme expert. Mais on va regarder vite fait si on retrouve quelqu'un. Au niveau du NIR, du numéro de sécu à remplir pour les enfants, là c'est un cas où je dirais un peu entre deux, parce que souvent vous avez besoin du numéro de sécu de l'enfant plutôt pour votre dossier, mais du numéro de sécu parent pour la facturation, il me semble. Donc c'est un peu plus au choix peut-être de l'expert, ça dépend s'il utilise vraiment les infos que nous on recueille pour sa facturation, ils sont là plutôt parent. Après, n'hésitez pas à mettre les deux dans la conversation ensuite. En fait, de remplir le numéro de sécurité sociale à cet endroit-là, ça permet à ce que nous, on vous le remette à des endroits stratégiques de facturation un peu plus tard. C'est pour ça qu'on le demande en amont, donc peut-être plus le numéro par an. Après, n'hésitez pas à en discuter à ce moment-là avec l'expert dans la conversation. Et une autre question du NIR, au niveau des patients étrangers, normalement, le plus possible, on a fait en sorte que la vérification marche. Je sais que j'ai eu un cas ce matin où on a un petit trou dans la requête au niveau de certains numéros de dossiers provisoires. Ça arrive, on est en train d'essayer de corriger ça. Voilà, encore une fois, après, dans ces cas-là, on peut le mettre dans la conversation et mettre un numéro de test, mais on essaie de corriger ça pour que tous les numéros, les provisoires, les numéros de personnes à l'étranger, que tout soit bien pris en compte. Comment épingler un expert au favori? Je vais vous montrer rapidement, Ouais. du coup, et du coup, je vais m'appuyer surtout sur la question par rapport à dermato en Isère. Donc, on a fait la recherche, mais je crois que vous avez trouvé la solution. Il fallait effectivement cliquer sur la loupe pour pouvoir retrouver les correspondants. Vous avez simplement à cliquer, une fois que vous avez fait votre recherche, vous avez simplement à cliquer sur l'étoile. Elle se colorise en rouge et elle fait partie de vos favoris. Par rapport à la fluidification des cotations, effectivement, pour l'instant, on vous montrera comment on fait pour exporter déjà les données. Mais notre travail, effectivement, c'est de vous remettre ces données. Est-ce qu'on peut faire de l'interopérabilité avec les logiciels de facturation? C'est effectivement une question, et pour ça, il faut qu'on travaille avec les éditeurs. On essaye, c'est ça. C'est qu'en fait, on essaye, sauf que faut-il qu'ils nous répondent. Donc c'est un travail qui est en cours. Je serais curieuse de savoir, j'ai pas votre nom, Julie. Quel est votre logiciel métier? Peut-être Veda? Mais peut-être qu'on peut se recontacter par la suite, parce que je Mais pense c'est ça. Mais c'est un travail qui est en cours, effectivement, pour essayer de fluidifier encore une fois au maximum votre facturation. J'essaie d'avancer parce qu'effectivement le temps tourne. Donc encore une fois, effectivement, dans le 01, il faut trouver des experts. On est en train de faire cette démarche. Sur la plateforme SASA, il manque la délit du requérant pour faciliter la cotation. On a bien le RPPS, mais pas forcément la délit, et les deux sont nécessaires. Donc c'est effectivement cette étape où on vous a montré le numéro Amélie qui était nécessaire de rentrer une fois pour le requérant, et à partir de là, il est enregistré, et donc du coup, il peut être mis à disposition de l'expert. Et ensuite, je pense que sur la dernière question, dans quel délai les experts répondent, on va peut-être passer la main du coup à Dr Charles pour vous indiquer sa manière de faire pour faire cette réponse aux demandes d'avis. Et de nous partager son expérience, et on fera un focus sur les experts tout à l'heure après le retour d'expérience du docteur Charles. On est parti? Ça marche. Je vous partage l'écran en même temps. Moi, je fais de la télexpertise depuis un peu plus d'1 an. Les raisons qui m'ont poussée à
à m'inscrire en tant que tel expert, c'était ce qui était un peu dit en introduction, c'est-à-dire essentiellement sécuriser les échanges que j'avais de façon informelle avec mes correspondants habituels, avec des photos qui arrivaient régulièrement sur ma boîte mail ou mon téléphone pour me demander de l'aide, un diagnostic, sans que j'ai le contexte ou l'identité du patient. Ce qui engageait comme ma responsabilité, celle du médecin, et c'était quand même embêtant que ce ne soit pas dans un cadre légal. Et puis, la deuxième chose, c'est d'essayer de raccourcir les délais de consultation, d'essayer de prioriser les consultations ou même parfois de les éviter parce qu'en dermato, on a parfois des diagnostics de coup d'œil ou des prises en charge qui peuvent être tout à fait faites par le médecin traitant et aussi d'éviter des déplacements inutiles, notamment aux personnes âgées. Alors, c'est vrai que la dermato, je pense que c'est une spécialité qui s'y prête assez bien. La téléexpertise, il faut quand même qu'il y ait un sujet précis pour que la réponse soit précise. Donc moi, souvent, les médecins qui me demandent des téléexpertises, ils m'envoient un courrier, comme ils le font par l'intermédiaire de la téléexpertise, mais ils me font un courrier comme pour une consultation, ce qui me permet d'avoir l'identité, aussi toutes les données administratives du patient. Ils m'expliquent leurs problèmes et puis évidemment j'ai souvent des photos qui accompagnent les demandes. Alors parfois ce sont des demandes sur des lésions. Souvent les médecins sont équipés maintenant de dermatoscopes, donc j'ai des photos aussi de dermatoscopie. Après, il ne faut pas que la téléexpertise, ça soit juste de l'interprétation de dermatoscopie. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui leur pose un problème. Et c'est toujours bien aussi d'avoir une photo macro, pas que de la dermatoscopie, parce que des fois, c'est compliqué de faire le diagnostic. Mais pour des suivis de plaies, pour effectivement une lésion suspecte, voilà, je pense que c'est une bonne façon de procéder. J'ai eu plusieurs cas de mélanome qui m'ont été donc présentés par téléexpertise. On les a adressés directement au chirurgien pour que l'exérèse soit large. Et ça permet quand même de gagner du temps et c'est bien comme ça. Alors après, peut-être sur l'histoire, les motifs de consultation, c'est vrai que dès qu'il y a un geste qui est nécessaire, évidemment, c'est pas de la téléexpertise qu'il faut faire. Je sais pas moi, une éruption chronique qui dure depuis longtemps, on sait qu'il va falloir faire une biopsie. Ça, voilà, ça va pas pouvoir être résolu par la téléexpertise. Après, pour se déclarer comme téléexpert, je sais pas si je déborde sur le sujet ou si je peux parler de ça. C'est tout simple, on se déclare, on coche une case et on est donc déclaré comme téléexpert. On peut effectivement spécifier ce qu'on fait et en particulier le recrutement. Alors c'est vrai que moi je réponds à mes correspondants habituels sur mon secteur parce que je pense que sinon je serais plus que débordée. Il faut ensuite, une fois que j'ai répondu à cette demande, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dialogue qui est possible, toujours par le même canal. Je peux demander des informations complémentaires, je peux demander des nouvelles des patients. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelque chose qui se fait en décalé, c'est-à-dire que moi, je réponds, alors le délai, j'essaye de répondre dans les 48-72 heures après la demande, mais je fais ça quand j'ai du temps. Alors, c'est le matin avant de commencer, le soir quand j'ai fini, entre deux patients, si j'ai un lapin. Donc, voilà, ça se place assez bien dans la journée. C'est pas comme une téléconsultation où il faut vraiment être disponible en même temps. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Après, s'il y en a qui veulent être téléexperts, c'est assez simple de se déclarer. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Au départ, la facturation était un petit peu compliquée parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour faire cette facturation. C'est vrai que quand on arrive sur une facturation qui doit être faite en mode dégradé,
on a besoin des numéros RPPS du requérant, ADELI. Alors, RPPS, il y a un répertoire qui existe. ADELI, j'avais cherché, ça n'existait pas, donc c'était très compliqué. Mais après, bon, c'est assez simple à faire. Une fois qu'on a établi cette facture dégradée, on doit garder la preuve qu'on a fait cette facturation, mais on n'est pas obligé de transmettre, mais on doit en garder la preuve. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, il y a là aussi la possibilité, c'est pas parce qu'on a fait une téléexpertise qu'on ne peut pas coter une consultation physique suivante en APC. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant pour ce côté-là. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci à vous, du coup. Sur la suite, je reprends juste un élément, c'est vraiment, j'insiste bien sur la déclaration de l'expert, on le reverra tout à l'heure, mais c'est important que l'expert puisse définir dans quelles conditions il va répondre à la demande d'avis. Dans le cas de Dr Charles, une réponse sous 48-72 heures. C'est des éléments qui sont intéressants de marquer, de dire également, je réponds au médecin de tel territoire, etc., etc. Donc dans nos accompagnements, dans tous les cas, on a vraiment une insistance là-dessus. Pour la suite, je vous propose Camille, si tu prends le relais pour les réponses aux demandes d'avis. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. C'est bon. Je vais couper ma caméra, ça commence à faire beaucoup pour le réseau. Voilà. Donc là, on retrouve le même Moncisra que Mathieu nous a montré tout à l'heure. On n'entend plus, Camille. Ton son est coupé. Vous m'entendez? Ça y est, c'est bon. Très bien, pardon. Donc oui, donc je suis revenue sur le même Moncisra que Mathieu. Comme lui, je me suis mis sur ma boîte, mais je pourrais répondre au nom des boîtes que j'ai en délégation. Donc là, je suis sur ma boîte de réception. J'attire votre attention, que vous soyez requérant ou expert, de bien vérifier que ici, dans votre petite roue dentée de paramétrage, il y a bien téléexpertise qui est cochée. Pourquoi? Parce que le boîte de réception, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez y recevoir. Donc, si vous voulez bien voir les messages qui arrivent, avoir les notifications, voir que des messages viennent d'arriver, bien vérifier que téléexpertise est cochée ici. Sinon, dans tous les cas, vous les retrouvez dans votre sous-dossier téléexpertise. Donc là, comme on peut voir, j'ai des téléexpertises qui sont non lues, que j'ai reçues. Donc, je vais ouvrir celle que Mathieu m'a adressée tout à l'heure. Donc, je vois exactement ce qu'il m'a envoyé, le formulaire, ce qu'il m'a écrit. S'il m'avait envoyé des pièces jointes, j'aurais les pièces jointes que je pourrais ouvrir et dont je pourrais prendre connaissance. Donc, du coup, je peux rendre mon avis. Dans ce cas d'un cas du formulaire, j'écris ici. S'il n'y a pas de formulaire, et bien pensez à enregistrer. S'il n'y a pas de formulaire, hop, nous avons aussi la conversation juste ici avec laquelle on peut communiquer. Là, dans l'idée, j'ai donné ma réponse tout de suite. Comme le disait le Dr Charles tout à l'heure, ça peut passer par des questions-réponses. C'est aussi le principe d'être dans un environnement de chat. On peut affiner la question, affiner la réponse. Une fois que j'ai rendu mon avis, la question qui est importante pour tout le monde, c'est la finalisation. C'est l'expert qui considère qu'il a rendu son avis, il va finaliser. Ce que ça apporte, c'est de bien dire à tout le monde, c'est bon, j'ai donné mon avis, et ça va nous aider pour la facturation, dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, le niveau de facturation, donc c'est TO2, c'est le code dont on parlait tout à l'heure. C'est Mathieu Estival qui m'a rendu son avis. J'ai son numéro de facturation parce qu'il l'a rempli, c'était pré-rempli tout à l'heure, on le voit ici. Si jamais finalement on sait qu'il a changé, je peux le modifier au besoin. Et ici, je suis donc Camille Poupeau. Dans le cas d'un compte d'avis, je peux choisir qui je suis exactement dans l'équipe. Et j'ai mon numéro de facturation. Moi aussi, je l'ai enregistré automatiquement. Mathieu vous montrera tout à l'heure où. Donc du coup, il se met automatiquement dans la case. Si ce n'était pas le cas ou s'il y a besoin de le changer, je peux le modifier ici, ça sera pris en compte. Je continue la finalisation
Et là, on arrive sur l'étape de la synthèse. Pour rappel, réglementairement, vous devez, en plus de l'attrait d'avoir un résumé de votre avis dans votre dossier patient, c'est même un prérequis réglementaire. À la facturation de la téléexpertise, on doit avoir une trace de sa téléexpertise. Donc ici, je peux enlever si je veux un peu ces messages où je ne veux pas les avoir si on veut en enlever. Je choisis ce que je veux émettre et je finalise. Donc là, ça va avoir plusieurs actions. Une action qui a été donc de me créer un PDF avec le résumé de notre échange, avec les pièces jointes incluses dedans également. Et ça m'a créé cette petite bulle, en fait, qui récapitule toutes les informations nécessaires à la facturation, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a mon numéro de facturation, mon nom, mon prénom et mon RPPS, pour que mon requérant les ait, et également le numéro de facturation, le RPPS du demandeur, là, le nom, normalement, on l'a, et le NIR du patient et son nom qui a été mis au-dessus ou qui est dans la conversation. Donc, ce sont des infos qu'on vous met à disposition ici et qu'on vous met également à disposition ailleurs, là-dessus on parlera tout à l'heure, sur l'export général de votre activité de téléexpertise. Donc ça, c'est l'expert, son cheminement et les actions qui lui sont attribuées. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux juste Ouais. combler, du coup, on nous demandait comment on pouvait s'assurer que l'expert, ou même le requérant, a vu la Oui, réponse. effectivement. Voilà. Donc, je vais regarder de mon côté, et puis ça devrait Ouais. s'afficher en direct. Là, c'est ça. On voit ici les initiales de Mathieu Estival qui s'arrêtent ici pour l'instant avec un petit vu par. Et normalement, alors en ce moment, c'est peut-être pas automatique. Tu me diras quand tu as vu, Mathieu. Logiquement, c'est vu, mais il y a peut-être un petit Il y a rafraîchissement peut-être à un petit faire. rafraîchissement. Ouais. Il passe de l'un à l'autre. Et du coup, on a le petit ME qui va se rajouter au fur et à mesure. Donc, bon, il peut y avoir un petit délai. Mais Par exemple, voilà, là, sur une autre qu'on a testée, tous les deux, il y a bien ma bulle et celle de Mathieu qui montrent qu'on a tous les deux vu l'ensemble des messages. Ça met un peu de temps. Un peu de délai, on va prendre. Ouais. Donc, le process, c'est celui-ci. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je vois de l'art qui tourne. Du coup, peut-être qu'on va... Tu reprends la main sur la continuer. Fin. Ouais. Du coup, là, on a vu comment répondre à un avis, finaliser la téléexpertise, redevoir les données de facturation. On vous enverra le diaporama. Vous reverrez aussi à l'intérieur du diaporama des liens vers nos tutos qui vous permettent de reprendre ces informations. Mais vous l'avez compris, du coup, nous, l'idée de ce process de téléexpertise, c'est de pouvoir véhiculer les données de facturation en plus de la demande d'avis. Et ces informations seront à reprendre à l'intérieur de votre logiciel de cotation. Les derniers éléments qu'on voulait vous montrer, c'était d'une part comment se déclarer expert, et d'autre part, comment retrouver ces données de facturation d'une manière plus synthétique si vous avez beaucoup d'activités en termes de téléexpertise, notamment en tant qu'expert. Donc on va peut-être aborder déjà cette notion. Je vais vous partager mon écran rapidement, tout simplement pour vous montrer, la diapositive qui concerne cette démarche. Donc en gros, c'est simplement dans le portail des applications de mon CISRA, je vais vous partager mon CISRA. Vous avez cette fenêtre ici, vous cliquez sur portail des applications en haut à gauche, vous avez téléexpertise qui s'affiche, là, avec notre fameux point d'interrogation, et vous pouvez exporter votre activité. En cliquant dessus, vous allez avoir une fenêtre internet qui va s'ouvrir, c'est ouvert sur votre écran, excusez-moi. Et vous pouvez voir donc cet export des facturations qui permet du coup, de sélectionner une période sur laquelle vous avez une activité de téléexpertise en tant qu'expert ou en tant que demandeur.
Et donc, du coup, en sélectionnant date de début et date de fin, vous pouvez exporter un fichier Excel qui va retracer toutes les données liées à vos actes de télé-expertise. C'est sur la base de ce fichier que vous pourrez prendre toutes les infos et voir si vous avez toutes les infos utiles pour pouvoir facturer vos facturations. L'autre élément qu'on souhaitait vous montrer également, c'était comment se déclarer expert. Donc, encore une fois, on est toujours sur portail des applications. Je vous remontre. C'est ici, portail des applications. On va cliquer sur Télé-expertise et on va cliquer sur Gérer mes préférences. Là encore, on va avoir une fenêtre Internet qui va s'ouvrir. Et c'est là où vous pouvez vous déclarer en tant qu'expert sur mon Sysra. Pour cela, pensez bien à, si vous gérez plusieurs boîtes aux lettres, à gérer la bonne boîte aux lettres que vous voulez voir apparaître en tant qu'expert. Je vais bien sélectionner mon nom. Vous pouvez insérer votre numéro ADELI en tant qu'expert. Toujours pareil, on va rebasculer vers la même FAQ que tout à l'heure, donc la foire aux questions qui vous permet de retrouver quel est votre numéro de facturation. Bien évidemment, vous aurez à cliquer sur « Je souhaite apparaître dans l'annuaire régional des experts ». Les éléments importants, donc du coup, à mettre en valeur, ça va être surtout la description de votre activité, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Dr Charles, très important de pouvoir bien décrire à qui vous pouvez répondre, dans quel cas de figure, sur quelle plage horaire, au bout de quel délai vous pouvez répondre. C'est là où vous pouvez mettre vos principales prescription, j'allais dire, que vous pouvez affiner ici dans documents et prérequis exigés, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous détaillez vraiment les informations nécessaires que vous avez besoin pour pouvoir vous prononcer sur une conduite à tenir. Vous pouvez également charger des fichiers, que ce soit des formulaires papier, mais ça se fait plus trop finalement, mais peut-être plus des documents qui peuvent intéresser le médecin requérant pour mieux cibler les informations qu'il doit vous transmettre. Et ensuite, ce qu'on souhaitait vous montrer, c'est aussi par rapport aux modalités de facturation. C'est ici que vous pouvez paramétrer si la réception du NIR du patient est obligatoire, c'est-à-dire que vous allez forcer le requérant à remplir le NIR avant d'effectuer une demande ou pas. Donc, vous avez ces trois options. Donc, soit ne pas demander tout court, soit demander mais pas obligatoire, et soit vraiment faire en sorte que ça soit obligatoire. De même pour le numéro de facturation du requérant. Et enfin, la dernière partie, donc c'est la formulaire de télé-expertise. Tout à l'heure, vous avez vu notre formulaire intermédiaire là, avec les cases bleues. C'est ici que vous pouvez choisir le modèle de formulaire. Ce sont des modèles qui sont régionaux. De base, on a le générique, c'est celui que vous avez vu. Après, on en a développé certains pour des projets qui étaient plutôt régionaux. L'infectiologie, par exemple, a fait l'objet d'un groupe de travail régional. Et bien évidemment, vous enregistrez et vous apparaîtrez sur la liste dans l'annuaire des télé-experts de mon Sysra. Camille, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois qu'on est pas mal, hein. On est pas mal. On a Okay. vu il y avait une question sur le formulaire bleu, ce que je n'ai pas écrit, donc c'est l'expert qui le choisit, hein, et c'est en bas de cette liste qu'il choisit s'il veut ou non un formulaire. C'est là que ça se joue. J'essaie de regarder s'il y avait d'autres petites questions. Il y avait une question de Julie concernant la facturation. Donc oui, non, effectivement, en fait, chaque logiciel a une manière différente de coter et de facturer. Donc nous, les informations qu'on met à disposition, c'est vraiment, pour que ce soit pour le requérant ou pour l'expert, on met les mêmes informations au même endroit. Donc la bulle dans la conversation et l'export qu'a montré Mathieu. Et ensuite, c'est effectivement à chacun dans son logiciel
de côté. Et je sais en plus que selon les logiciels, ça peut être très différent. Ça ne demande pas forcément les mêmes informations. C'est pour ça qu'on en met beaucoup, qu'on en met le plus possible, notamment dans l'Excel, parce que chaque logiciel demande des informations différentes. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de travailler avec eux là-dessus. Mais c'est chacun dans son logiciel. Pour les vacances, peut-on désactiver? Oui, effectivement, depuis l'écran de préférence qu'on a montré Mathieu, en fait, la coche en haut, on peut l'activer, la désactiver un peu quand on veut, sachant que ce qui est rempli dedans reste en mémoire. Vous n'aurez pas à tout refaire à chaque fois. Mais si à un moment vous souhaitez ne plus vous présenter comme expert, c'est possible. Je suis allé un petit peu vite. Du coup, quand vous êtes sur ce formulaire, ouais, vous avez simplement à faire « Je ne souhaite plus apparaître dans l'annuaire des régionaux des experts ». Vous enregistrez. Et la prochaine fois, vous avez juste à cliquer, vous avez tout qui est retracé. Je pense qu'on arrive peut-être à la fin des questions. On est vraiment sur les échanges et conclusions. À ce stade, si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas à lever la main dans Teams. Vous voyez sur l'écran de la visioconférence, tout en haut, vous avez une petite main, il y a écrit « Levez la main ». Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, on désactivera on activera plutôt votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Pas de questions, bonne question. A priori, il n'y a pas de demande de prise de parole. Il y a une question sur les personnes qui ont arrêté leur activité. C'est de leur responsabilité de s'enlever de l'annuaire. Nous n'avons pas de contrôle sur le sujet. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aussi sur mon Sysra, regarder si la personne est toujours active. Donc concrètement, si je partage mon écran, je vais chercher un professionnel sur demander une téléexpertise ici. Je ne sais pas si je vais arriver à en retrouver un. On va essayer. Je reprends encore l'exemple de la dermatologie parce que ce sont les plus nombreux, mais voilà. On a par exemple dans les macarons des professionnels de santé, ici, vous voyez une petite pastille verte. On voit que c'est un utilisateur actif de mon Sysra. Par contre, ici, avis dermatologie CH-tiers, on voit qu'il y a un petit point d'interrogation, pas d'information d'activité. C'est en grisé. Il est fort probable que cette personne, si vous voyez ce point grisé, sur la partie télé-expertise, cela veut dire que la personne n'a pas consulté sa boîte de réception depuis plus de 30 jours. Donc, il y a peu de chances que cette personne vous réponde de manière assez courte. Je vais répondre à la question du docteur Mestre avant de répondre au docteur Barbier. Nous, dans le logiciel, on ne bloque pas, on n'a pas un timer pour le temps de réponse de l'expert à la téléexpertise. C'est vraiment à vous, en tant qu'expert, ou à l'expert en tout cas, de gérer sa boîte de réception et de gérer ses demandes. On n'a pas de finalisation automatique après un certain temps ni rien. Et pour le docteur Barbier, au niveau en tant que remplaçante, alors vous pouvez avoir, et vous devez, entre guillemets, si vous souhaitez répondre à une expertise, avoir votre compte personnel dans mon Sysra avec vos propres identifiants, pour des raisons de sécurité et de traçabilité. Par contre, ce que le médecin que vous remplacez peut faire, c'est vous mettre en délégation de son compte. Comme ça veut dire que vous aurez et vos messages et les siens, et vous pourrez agir en votre nom ou au sien. En fait, la délégation, justement, elle sert à ça, elle sert à pouvoir travailler au nom de quelqu'un d'autre tout en gardant la sécurité et la traçabilité d'avoir ses propres identifiants. Et donc là, Mathieu est en train de montrer comment donner à quelqu'un le droit de parler en son nom. Désormais, Camille a accès à mes messages. Il faut bien vérifier que cet œil-là soit coloré.
Donc il faut juste cliquer sur l'œil pour s'assurer que et que l'œil devienne coloré pour s'assurer que vous avez bien délégué votre compte à cette personne. Vous pouvez effectivement, déléguer à une assistante médicale un secrétariat, par exemple des fois pour les finalisations, pour les choses comme ça. Après, il faut juste bien faire attention, notamment au niveau des finalisations, de choisir le nom du médecin, de bien dire que quel médecin a répondu à l'avis. Mais l'action, le clic en lui-même peut être fait par un secrétariat ou par une assistante médicale. Et c'est bon, après c'est plutôt, réglementairement, c'est évidemment au personnel, au médecin de répondre, de donner son avis. Bien sûr. Du coup, je vais repartager mon écran. Donc la question, c'est remontrer la manip pour déléguer à la secrétaire. La secrétaire, il faudra qu'elle ait un compte, hein, par contre, mon CISRA. Donc ça, vous pouvez le demander sur nos dispositifs d'assistance. Vous avez les liens à la fin. Et donc, du coup, l'idée, c'est de partir ici, d'aller sur la roue crantée dans mon CISRA et de cliquer sur Gestion de délégués. Et vous retrouverez un navigateur Internet sur lequel vous pourrez retrouver la gestion de vos délégués. Vous pouvez mettre dans mon secrétariat ou dans mon équipe, il n'y a pas d'énorme différence entre les deux. Voilà, je pense qu'on en a terminé pour tous ces retours d'expérience. Pas mal de Du coup, questions. s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Merci, Dr Charles, de nous avoir fait votre retour d'expérience. Merci également au Dr Tournebis qui nous a permis de préparer ce webinaire, même si elle n'était pas là aujourd'hui. On lui souhaite un bon rétablissement. Et merci beaucoup au GCS Sarah pour sa participation et pour toutes les informations qu'ils nous ont apportées. Voilà, et puis bon après-midi à tout le monde.